Bonjour et bienvenue sur Les Bonnes Ondes. Je suis super contente de vous retrouver pour cette première émission de l'année qui va vous permettre de rencontrer deux de nos nouveaux chroniqueurs, Mathilde et Enzo. Et on commence tout de suite avec la revue de Mathilde qui nous offre une critique du film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma sortait mercredi 18 septembre dans les salles. Je te propose aujourd'hui, auditrice ou auditeur, de te faire une revue de ce film que j'ai eu la chance de voir en avant-première. J'ai intitulé cette revue Leçon de peinture passionnée, tu comprendras pourquoi. Le film commence sur une création en devenir. Apparaît à l'écran une main, esquissant en fusain sur une toile vide. La voix de Marianne, interprétée par Noémie Merlan, se fait entendre. « Prenez le temps de me regarder, dit-elle, assurant son autorité. Première entité du film. La maître peintre explique. Elle accompagne ses élèves. Posant pour elle, elle est à la fois la muse et l'artiste. Soudain, alors qu'elle était le personnage dominant de la scène, sa voix et sa posture se brisent face au portrait de la jeune fille en feu. Le portrait caché et oublié est sous ses yeux. Elle ne peut plus l'éviter. C'est le souvenir et l'émotion qui reviennent, et avec eux, le film qui commence. Le portrait de la jeune fille en feu, c'est avant tout une leçon de peinture. Le film s'ouvre sur une leçon, sur Marianne, femme peintre émancipée dans la France du XVIIIe siècle, qui s'apprête à prendre la succession de son père. Elle est celle qui regarde et qui enseigne. Elle représente la sagesse qui délivre, le regard vers le monde. Elle est celle qui délivre Héloïse, interprétée par Adèle Haenel, et qui fait rire sa mère, Valeria Golino. Marianne est l'artiste, double subjectif de Céline Sciamma, la réalisatrice, qui elle aussi représente des femmes. La leçon continue avec la rencontre d'Héloïse. Déguisée en compagne de promenade, Marianne doit réaliser le portrait de noces que celle-ci refuse, seul acte de rébellion possible face à une union qu'elle récuse. La peintre apprend à la regarder dans des paysages de landes bretonnes. Elle la dessine en secret sur la plage, pendant son sommeil. Leur relation commence avec les yeux. Le regard est le troisième partie d'une aventure qui ne donne pas encore son nom. Ainsi, c'est tout un jeu de regard qui se met en place. Tour à tour, Marianne et Héloïse vont se regarder, se parler, se découvrir, tantôt dans le mensonge et tantôt dans la plus grande honnêteté. Marianne regarde Héloïse et la peint, Héloïse regarde Marianne et l'imagine. Entre elles, le feu. Le feu tonitruant, brûlant, le feu présent dans chaque pièce d'une maison vide que seule l'âtre occupe, le feu des bougies et le feu des cercles de femmes, le feu de l'amour et le feu des enfers. Le feu comme un élément, comme un dieu en colère, comme une passion. La jeune fille en feu l'est par les flammes qui gagnent sa robe et par les flammes de sa colère. Mais est-ce vraiment tout? Héloïse est en colère. Elle refuse ce mariage, dernier héritage de sa sœur décédée. Fille de comtesse, dans un monde où le mariage est la seule échappatoire, celui qu'on lui propose marque le début de sa prison. Comment s'en sortir? Poser pour son portrait de noces est le premier pas vers Milan et son mari? Très bien, elle refuse de poser. Sa mère l'enferme dans sa chambre? Elle ne rêve que de courir. Tout le personnage d'Héloïse bouillonne. Il cherche à respirer dans un monde sans air. La jeune femme est éprise de liberté. Elle n'a qu'une obsession, c'est de tout voir et de tout faire. J'ai envie de me baigner, annonce-t-elle à Marianne sans même savoir si elle sait nager. Avez-vous déjà aimé? Lui demande-t-elle comme une provocation, à la jeune religieuse qu'elle était et qu'elle ne sera jamais plus. Le couvent était pour elle le choix de son destin, avec sa bibliothèque et sa musique. Elle fera de son mariage la découverte de la musique, la vraie, celle de la vie. Pourtant, si tout le personnage d'Héloïse n'aspire qu'à la colère, porté par le jeu d'Adèle Haenel et sa capacité à être à la fois douce et brutale, c'est avant tout l'amour qu'elle veut découvrir, et pas dans les bras de son mari. Elle ne fait pas le choix de l'amoureuse, mais le choix de la poète, pour reprendre une scène du film, voulant à tout prix connaître la véritable passion. Ainsi, ce n'est plus seulement la colère qui l'embrase, mais bien l'amour le véritable, celui qui prend aux tripes et qui réveille tout le corps. Le portrait commence à se dessiner. Il manque cependant encore une voix à l'appel, celle de l'artiste, la vraie, celle de Céline Sciamma. Être une femme dans un monde d'hommes aurait pu être le nom du film. Sciamma n'hésite pas à renverser les codes cinématographiques et à ne porter que des femmes à l'écran, à éloigner l'homme, qui n'est que trop existant partout ailleurs. Pour son quatrième long métrage, Céline Sciamma sort de sa zone de confort et présente un film en costume, historique, aux accents de revendication politique. Il n'y a que 23% de femmes réalisatrices en France, explique-t-elle en interview. Ne mettre que des femmes à l'écran, c'est en un sens changer la donne. Mais si ce film peut être vu avec un œil moderne, il faut aussi le voir avec un œil d'artiste. C'est un tableau, ne l'oublions pas. Comment construire une œuvre d'art? Comment créer la vie à partir du néant? Céline Sciamma répond à ces questions par un discours un petit peu méta,
mettant en scène une artiste et son œuvre, en questionnant le processus de création et son aboutissement. Quand sait-on que c'est fini? Quand un moment s'arrête. Le portrait de la jeune fille en feu, c'est l'histoire d'une rencontre et d'un amour. Mais c'est aussi l'histoire d'une inspiration artistique. Pendant 2 heures, Céline Sciamma peint un double portrait, celui de Marianne et d'Héloïse, la peintre libérée et la promise en colère, et celui de l'artiste et de sa création, comme un écho aux deux femmes. Par ce double regard entre elles, entre le modèle et l'artiste, l'amour s'installe, et avec lui l'émotion du spectateur. Céline Sciamma réussit à porter à l'écran ce que l'on ne trouve que rarement, un regard de femme sur des femmes, l'amour féminin qu'il soit maternel, amical ou amoureux. Elle réussit à représenter avec douceur ce que cela veut dire d'être une femme et une amante. Dans ce film, pas de parti pris attendu du spectateur. Contre qui serait-il en colère? Pour qui serait-il triste? Ce n'est que le triomphe de l'amour que la caméra filme, et la dernière scène, lourde d'émotion et de sens, rappelle que l'amour ne s'enferme pas, qu'il est libre et trouve sa place dans ce qu'il veut. C'est finalement le mythe d'Eurydice, anciennement mythe d'Orphée, qu'il faut retenir de ce film, avec une superbe scène entre les 3 femmes de la maison, Marianne, Héloïse et la bonne Sophie, jouée par Luana Bajrami. Ici, pas de distinction de classe, pas de distinction d'âge ou de connaissance. Chacune est, et c'est bien ainsi. Si le mythe d'Orphée nous apprenait à voir l'amour comme un adieu définitif et fatal, le mythe d'Eurydice nous donne à voir l'amour comme un choix courageux dont il faut préserver le souvenir. Ce n'est pas seulement un film d'amour, c'est bel et bien une leçon de représentation de la passion que le portrait de la jeune fille en feu. Maintenant, on va découvrir la revue d'Enzo, qui vient aujourd'hui nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur, la guerre au Mexique, une guerre trop souvent oubliée. Alors aujourd'hui, pour commencer cette émission de radio, j'aimerais vous poser une question. La question est la suivante. Quand on vous parle de guerre contemporaine, à quoi est-ce que vous pensez? Je pense que la plupart des gens vont nous répondre qu'ils imaginent une plaine désertique dans le Moyen-Orient où des armées locales affrontent des groupes de terroristes ou des groupes de rebelles, généralement assistés avec des drones de nationalité européenne ou américaine. Eh bien, néanmoins, il existe, en outre des guerres sempiternelles en Afghanistan ou au Yémen, un autre type de guerre qui a été réellement occulté par les événements au monde arabe. Pourtant, ce conflit dure officiellement depuis près d'une quinzaine d'années et c'est un aspect parmi les plus importants du monde latino-américain et il a des répercussions sur la scène internationale extrêmement importantes. Cette guerre, que nos journaux traditionnels ont l'air d'avoir oubliée, c'est la guerre de la drogue au Mexique. Il déchire la population du pays depuis, comme je l'ai dit, plus de 15 ans et le conflit continue à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce que c'est la guerre contre la drogue? Qui en sont les acteurs? Et bien entendu, quels en sont les enjeux? Donc, bien entendu, je pense que tout le monde est au courant que le problème des cartels de la drogue dans le monde latino-américain ne date pas d'hier. Déjà, dans les années 90, on avait une intervention américaine sous forme de la DEA, donc qui est l'administration américaine contre les drogues. Et cette DEA a participé activement au démantèlement de réseaux de drogue colombiens. Donc on a l'exemple de Pablo Escobar, bien entendu. Et cette guerre ouverte contre les narcotrafiquants fait rage depuis. Donc, bien entendu, au début de la guerre, les figures du conflit du côté des narcotrafiquants, c'était plutôt des Colombiens, c'était plutôt des personnes qui venaient de l'Amérique du Sud. Néanmoins, maintenant, le conflit s'est déplacé plus au nord, aux portes même des États-Unis. C'est-à-dire que maintenant, le Mexique est la plaque tournante principale des activités de commerce illégales. Donc, bien entendu, on a les traditionnelles cargaisons de cocaïne qui sont passées de la frontière mexicaine aux États-Unis, mais il n'y a pas que ça comme marchandise. Par exemple, en 2015, les autorités américaines ont saisi un total de 7000 tonnes de marijuana et de 3 tonnes de méthamphétamine. En plus, le problème ne se limite pas au simple trafic de stupéfiants, puisqu'on estime que 70% des armes ayant servi à tuer quelqu'un au Mexique prennent leur origine aux États-Unis. De même, le gouvernement américain pense
que chaque année, près de 20 000 enfants mexicains sont vendus comme esclaves sexuels à travers le monde. Donc bien entendu, s'attaquer au réseau de la drogue, ça signifie aussi s'attaquer au réseau d'armes, au réseau de prostitution et de trafic humain. En 2018, on a eu un total de 33 341 morts qui ont été enregistrés au Mexique par des meurtres. Donc c'est le plus haut nombre de meurtres qui a jamais été enregistré dans le pays. Et bien entendu, la plupart trouvent leur origine dans les luttes entre cartels. Depuis 2015, c'est un total de 250 000 morts qui peuvent être amputés au conflit. C'est-à-dire que donc depuis près de 10 ans, on a le quart d'1 million de personnes qui sont mortes à cause de cette guerre. C'est évidemment la priorité numéro 1 du gouvernement mexicain, qui est soutenue par des organismes du gouvernement américain. Ils n'ont de cesse d'organiser des actions coup de poing contre les cartels, avec plus ou moins de succès, mais néanmoins, le conflit ne se limite pas simplement à un affrontement entre des forces surarmées, qui seraient les forces du régime actuel, et quelques francs-tireurs qui savent à peine se servir d'un fusil. Non, bien au contraire. La plupart des cartels ont un équipement égal, si ce n'est supérieur, à la plupart des forces gouvernementales. C'est-à-dire que maintenant, on a de véritables milices armées qui patrouillent dans le pays, qui sont entraînées par d'anciens membres des forces spéciales et qui contrôlent des pans entiers du territoire mexicain. En un sens, s'attaquer à un cartel qui est aussi grand, par exemple, que celui de Sinaloa, qui est dans l'ouest du pays, ça revient à s'attaquer à un État au sein de l'État, et donc à éliminer des centaines et des centaines de sicarios qui sont extrêmement bien équipés et bien entraînés. Ils possèdent en plus des contacts dans les forces locales de la police, et certains membres de cartels sont eux-mêmes d'anciens membres des forces spéciales mexicaines. On peut prendre par exemple Los Zetas, qui est une organisation qui s'est maintenant un petit peu calmée, mais qui a fait des ravages au début du conflit, qui, lui, est une organisation qui est principalement composée d'anciens membres de l'armée mexicaine. Et ils sont responsables de nombreuses exactions, dont 2 massacres à San Fernando, dans l'est du pays. C'est-à-dire qu'en mars 2011, Los Zetas ont arrêté un bus qui contenait à peu près 200 passagers. Ils ont forcé les hommes les plus forts à s'entretuer, les survivants étant recrutés au sein du cartel. Les hommes les plus faibles ont quant à eux été écrasés par le bus en question. Les femmes ont été violées, torturées et exécutées. Enfin, comble de l'horreur évidemment, les enfants les plus jeunes ont quant à eux été dissous vivants dans de l'acide, afin de marquer l'esprit des survivants. Donc c'est-à-dire que 193 personnes sont officiellement mortes la même journée, dans la même ville, à cause de l'action directe de ces cartels. Donc bien entendu, ce genre d'événement reste extrêmement rare. En tout cas, ce n'est pas un événement dont l'ampleur peut s'observer autre part dans le pays. Néanmoins, ce genre de meurtre ignoble commis par les cartels, c'est quelque chose qui est monnaie courante désormais. Donc on peut ajouter bien entendu aux viols et aux pillages les exécutions de journalistes, les enlèvements de personnalités publiques et les disparitions malencontreuses de certaines personnes opposées au cartel. On a une véritable guerre psychologique qui s'est installée dans le pays. C'est-à-dire que maintenant, soutenir ouvertement les forces gouvernementales contre les cartels, c'est quasiment un aller simple pour l'exécution. Par exemple, le journal hispanophone El País avait pris comme exemple dans un article très récent, qui date du 9 septembre 2019, ils avaient pris donc l'exemple d'Hipólito Mora, qui est un agriculteur de 64 ans, dont le fils a été tué par le cartel. Il a donc dénoncé les responsables du meurtre de son fils, et maintenant il ne peut plus sortir de chez lui, ni même tout simplement aller acheter de la nourriture, sans être accompagné en permanence par 4 policiers, sans quoi il se ferait tuer immédiatement. Parce qu'en plus, les membres du cartel peuvent prendre n'importe quel visage. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît, comme un étranger, ça peut être un officier de police, comme un chauffeur de taxi. Les narcotrafiquants ont des agents dans toutes les couches de la société mexicaine. C'est ce qui les rend particulièrement difficiles à éradiquer. Donc, bien entendu, comme je viens de l'indiquer, la guerre de la drogue, c'est un conflit extrêmement complexe. Je ne peux que absolument évoquer la surface.
C'est-à-dire que rétablir l'ordre dans le pays, ce sera un processus qui sera coûteux en temps, en vie humaine et en argent. Puisque la destruction d'un groupe de narcotrafiquants, ça veut bien souvent dire qu'on fait que couper la tête de l'hydre, puisqu'il y en a 2 autres qui repoussent derrière. S'ajoutent en plus à cela d'autres problèmes dans le pays, c'est-à-dire les problèmes de la pauvreté. On a par exemple le gouvernement mexicain qui a estimé qu'1 million d'enfants n'avaient actuellement pas accès à l'éducation, donc bien entendu des cibles faciles pour les recruteurs du cartel. Et en plus, on a les enjeux de corruption et d'atteinte aux droits de l'homme qui sont monnaie courante dans les régions les plus disputées du pays. C'est en plus une des raisons pour laquelle l'administration Trump veut construire le mur à la frontière mexicaine, vu que les migrants qui essayent de traverser la frontière au niveau du Rio Grande ont généralement affaire à des passeurs qui reversent une partie de l'argent au cartel. On a ce qui s'appelle les coyotes, donc qui sont des trafiquants d'êtres humains qui se servent des migrants pour faire passer de la drogue en faisant avaler des sacs de cocaïne ou d'autres produits, ou bien tout simplement ils s'embêtent pas, ils prennent en otage un migrant et ils demandent à sa famille une rançon. Donc bien entendu, construire un mur ne peut pas éliminer la totalité du trafic puisqu'ils trouveront toujours un autre moyen de passer, mais néanmoins c'est un des arguments avancés par le président Donald Trump afin de justifier le mur. Donc en définitive, le problème avec la guerre de la drogue, c'est que c'est un conflit extrêmement complexe. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de camps qui s'opposent, qui ont chacun leurs intérêts, et le problème, c'est qu'on en parle extrêmement peu. Pourtant, il se passe beaucoup de choses au niveau du Mexique. Récemment, El Chapo, un des plus grands trafiquants de drogue du monde, a été arrêté l'année dernière au Mexique. En plus, on a donc, je l'ai mentionné, d'autres massacres qui arrivent quotidiennement au Mexique. À l'été 2019, on a encore retrouvé 19 corps qui étaient suspendus sur un pont afin de s'inscrire dans une guerre psychologique. Et donc, cette guerre ne pourra se résoudre qu'avec un grand investissement de la part des États. Et c'est un problème qui nous concerne aussi indirectement, puisqu'une partie de la drogue atterrit bien entendu en Europe. Donc pour le moment, on ne sait pas comment la situation va évoluer, ça, seul l'avenir nous le dira, espérons que ce soit en bien, mais il serait quand même peut-être temps que nous nous penchions un peu plus sur la situation au Mexique.